Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Scott Ritter, ancien inspecteur en armement des Nations Unies, officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur, pour discuter de l'attaque menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ainsi que de ce qui semble être une riposte très étendue de la part de l'Iran. Vous suivez la situation depuis quelques heures, depuis le début de l'attaque. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, il s'agit d'un effort très concerté pour renverser le régime en place. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont tous deux déclaré que l'objectif de cette campagne était un changement de régime. Et ils ont agi en ce sens. Je veux dire, ils ont frappé la résidence d'Ali Khamenei, le guide suprême. Ils ont tenté de tuer le président de l'Iran. Ils ont visé les résidences et les lieux d'activité de nombreux hauts responsables iraniens, tant militaires que civils. Il y a eu des victimes. Apparemment, le président et le guide suprême n'en font pas partie, mais il s'agissait d'une opération de décapitation qui se poursuit à l'heure où nous parlons. Et les Iraniens ont promis que si cette guerre continue, leur riposte sera différente de celle qu'ils ont menée pendant la guerre de 12 jours. Et nous constatons cela, un éventail plus large d'objectifs, etc. Nous en sommes encore au tout premier stade de ce processus. Il est donc impossible de prédire les résultats, sauf pour dire ceci, nous ne l'avons pas tué. Si l'objectif est un changement de régime et que vous ne tuez pas le régime, vous avez échoué. Et je pense que cet échec, à moins d'être immédiatement corrigé, marquera le début d'une série d'événements en cascade liés à cet échec initial. Ce que je veux dire par là, et je crois que vous et moi en avons parlé la dernière fois que nous avons discuté, c'est que cette guerre sera définie par la disponibilité des munitions du côté des États-Unis. Lorsque les États-Unis seront à court de munitions, ils perdront la capacité de projeter leur puissance de manière significative. Nous savions, d'après les avertissements des généraux et amiraux américains, que l'armée estimait ne pas disposer des ressources suffisantes pour accomplir cette mission, qu'elle n'allait pas pouvoir réussir. Et je pense que leurs pires cauchemars sont en train de se réaliser, car dans les opérations militaires, c'est particulièrement une guerre qui exige énormément de ressources. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des cibles à frapper et que des moyens sont ensuite mobilisés pour atteindre ces cibles. L'objectif est d'éliminer un certain ensemble de cibles, puis de réaffecter ces ressources à d'autres missions ultérieures. Nous avons vu cela pendant la guerre du Golfe. Les États-Unis disposaient de 2 escadrons de F-15E Strike Eagle. À l'époque, ces appareils représentaient des ressources très précieuses en raison de leur capacité à pénétrer profondément et à frapper avec précision. Elles avaient été affectées, dans les premières phases du conflit, à la neutralisation de la capacité de lancement de missiles balistiques de l'Irak. Ensuite, elles devaient être réaffectées à la campagne aérienne sur Bassora et Bagdad. Le plan reposait sur la disponibilité de ces ressources à un moment donné afin d'avoir un impact sur l'ensemble des cibles irakiennes. Ici, nous avons une campagne de combat iranienne fondée sur l'utilisation d'une certaine quantité de ressources pour atteindre des objectifs de décapitation et de neutralisation des défenses. Avant de passer à la phase suivante de cible, ces ressources sont réaffectées. Ils ont échoué, ce qui signifie que les ressources qui auraient dû être réaffectées doivent désormais rester sur l'ensemble des cibles et sont renforcées par des ressources détournées d'autres missions. Et donc maintenant, on commence à voir une perturbation dans la campagne. Normalement, on peut tenir le coup, on peut se dire d'accord, on va étouffer et passer à autre chose. Mais chacune de ces actions consomme des munitions, dont la quantité est limitée. Alors quand on lance une campagne en sachant qu'on n'a pas assez de munitions pour aller jusqu'au bout,
qu'il faut gagner rapidement, et que dès le départ, on voit la campagne s'effondrer, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. C'est encore heureux. Le changement de régime n'a pas fonctionné. Si un changement de régime est nécessaire pour créer les conditions permettant au peuple de se soulever, et ainsi de suite, il faut continuer à viser cet objectif. Cela signifie que les munitions utilisées au départ n'ont pas accompli leur mission. Elles sont épuisées. Elles ne peuvent pas être remplacées. Il faut donc prélever des munitions sur d'autres objectifs, les acheminer avec les ressources disponibles et continuer à frapper. Ainsi, on consomme encore plus de munitions en les retirant d'autres cibles et on se retrouve avec une série d'échecs en cascade qui conduit à l'épuisement des munitions sans qu'aucun des objectifs ne soit atteint. C'est la définition même de la défaite. Et donc encore une fois, il est très tôt, mais je dirais que les signes montrent que les États-Unis ont déjà perdu cette guerre. Eh bien, que pensez-vous du manque, disons, de contrôle de l'escalade? Parce que dans toutes les guerres que nous avons vues au cours des, disons, 30 dernières années au moins, il y a toujours eu un effort pour maintenir un contrôle total sur l'escalade. Mais cette fois-ci, le degré d'escalade, les acteurs qui devraient être impliqués, le moment où la guerre devrait prendre fin, les cibles considérées comme acceptables, tout cela semble échapper à tout contrôle. Je vois des rapports faisant état de frappes de représailles iraniennes sur Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Il y a également eu des informations sur des explosions au Koweït et en Arabie saoudite. En somme, toutes les cibles régionales où se trouvent des bases américaines sont touchées. Et bien sûr, il y a aussi eu des frappes à Tel Aviv et à Haïfa en Israël. Selon vous, quelle est la logique actuelle en Iran? Parce qu'il ne semble certainement pas se retenir, ni suivre la moindre échelle d'escalade traditionnelle. Eh bien, quelle est la réflexion à Téhéran? Ils viennent d'encaisser une frappe de décapitation conçue pour éliminer leur haute direction dans le but de faire s'effondrer le gouvernement, un système en place depuis 47 ans. Donc d'emblée, la question est, qu'ont-ils à perdre? Je veux dire, si quelqu'un vient pour te tuer, réagis-tu en gravissant l'échelle de l'escalade ou dis-tu, nous sommes engagés dans une lutte existentielle pour notre survie? La tâche des Iraniens est de terminer ce conflit en maintenant la République islamique intacte. Mais, tout comme nous l'avons vu dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, Vladimir Poutine a exprimé non seulement la nécessité de mettre fin à la guerre, mais aussi de le faire d'une manière qui s'attaque aux causes profondes du conflit, afin que celui-ci ne se rallume pas dans 5 ou 10 ans. Les États-Unis et Israël viennent d'annoncer qu'ils s'engageaient à détruire le régime iranien. Le but de cette campagne est d'éliminer l'Iran. Ainsi, pour que les Iraniens sortent vivants de cette guerre, mais avec Israël et les États-Unis maintenant toujours une posture de changement de régime, cela ne résout rien. Alors, que font les Iraniens? A. Ils mènent une bataille pour leur survie existentielle. B. Ils doivent gagner cette guerre. Et la victoire dans cette guerre signifie un changement de régime. Or, les États-Unis ont toujours parlé du changement de régime, non seulement comme du renversement du pouvoir en place, mais aussi comme d'un changement de comportement. Une façon de modifier le comportement de l'administration actuelle consiste à garantir sa disparition politique. Je crois que Donald Trump a ici commis un suicide politique. C'est la fin de la présidence Trump, cette décision de bombarder l'Iran. S'il ne remporte pas une victoire rapide et décisive, c'est terminé. Il sera balayé lors des élections de mi-mandat, destitué, probablement condamné, et ce sera la fin pour lui. Voilà donc un changement de régime. De même pour Benjamin Netanyahou, si aucun changement de régime n'a lieu et que l'Iran riposte en infligeant des dégâts importants à Israël,
ce sera la fin de Benjamin Netanyahou, de sa viabilité en tant que dirigeant. La question devient alors, qui les remplacera? Et si, en frappant des dirigeants régionaux qui avaient accepté la vision israélo-américaine des accords d'Abraham et l'affaiblissement du pouvoir iranien, on en vient à cette situation, il se peut que les nations arabes du Golfe réalisent que les États-Unis ne sont plus là. Et Israël est une nation qui peut être vaincue. Et vous verrez alors un changement dans l'attitude du régime. Pour les différents pays arabes du Golfe, il est très important pour l'Iran que lorsque cette guerre prendra fin, cela ne se passe pas comme à la fin de la guerre de 12 jours. Vous avez mis fin au combat, mais l'état d'esprit restait orienté vers un changement de régime. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand cette guerre se terminera, l'Iran ne devra pas seulement survivre, mais aussi avoir provoqué une transformation géopolitique dans la région, en s'éloignant du soutien au plan de changement de régime des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et cela exigera la défaite de l'armée américaine. Or, l'armée américaine est vaincue non pas en coulant des navires ou en abattant des avions, mais en ne remportant pas la victoire. C'est la même chose avec le Hezbollah contre Israël en 2006. Quand Israël a déclaré « Notre objectif dans la courte guerre d'août 2006 est de détruire complètement le Hezbollah », à la fin de la guerre, le Hezbollah était toujours là, semant la mort et la destruction sur Israël. Le Hezbollah a gagné. Si les États-Unis ont déclaré que leur objectif était un changement de régime et qu'à la fin de cette guerre, l'Iran est toujours là, Trump aura perdu. Et ce sera dévastateur pour un homme qui, vous savez, parle de paix par la force. On n'est pas très fort quand on perd. Ce sera dévastateur pour un homme qui a renommé le département de la défense en département de la guerre, puis sort et perd une guerre. Mais c'est ce que l'Iran doit faire. L'Iran doit gagner cette guerre. Ils doivent détruire physiquement Israël et résister plus longtemps que les États-Unis. Et encore une fois, les conditions de la victoire sont très simples ici. Il suffit d'absorber toute la munition que les États-Unis peuvent tirer sur vous, car il n'y a rien de plus. C'est ce que le général a dit. Quand nous serons à court, nous serons à court. Je pense donc que c'est leur objectif ici. Cela ne va pas se terminer bientôt. Ce sera une affaire qui va s'éterniser. L'Iran est prêt pour cela, il s'y est préparé, et il a un plan. Et vous savez, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Eh bien, le plan américain est déjà perturbé, car ils n'ont pas obtenu de changement de régime. Et je pense que beaucoup de gens sont surpris par l'ampleur et la portée de la riposte iranienne, qu'il n'ait pas suivi une échelle d'escalade. Et cela a aussi des conséquences, car il y aura désormais des répercussions politiques. Ces dirigeants arabes du Golfe gouvernent sur un fil très mince. La population doit croire que ces dirigeants leur apporteront la richesse et un niveau de vie élevé. Si vos villes se mettent soudainement à exploser, alors qu'on vous a toujours dit que cela n'arriverait jamais parce que les États-Unis vous défendraient, mais que maintenant les États-Unis ne peuvent plus vous défendre, tout à coup, ces dirigeants paraissent faibles et inefficaces. Et qui sait ce qui peut arriver? Mais vous savez, c'est le jeu iranien en ce moment. Je pense qu'il renverse le scénario. C'est l'équivalent géopolitique d'un retournement de lutte. Et la stratégie de changement de régime pourrait désormais consister non pas en la réussite des États-Unis et d'Israël à renverser le régime iranien, mais en la réussite de l'Iran à renverser le régime israélien, le régime américain et peut-être plusieurs des États arabes du Golfe.